Bonjour à tous, c'est Kevin pour Trading Analyse et dans cette vidéo qui promet d'être un peu plus longue que d'habitude, je vais répondre à toutes les questions que vous aviez posées lors de la conférence avec Vidéo Bourse. Je vous remercie, il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi, j'étais surpris, ça me fait très plaisir de voir que mon travail intéresse les traders francophones. Alors, comment contres-tu le trading haute fréquence intraday sur le carnet? Je ne dois pas le contrer, je travaille avec. Donc c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le plus important dans le zéro latence, c'est que la vitesse d'exécution sert à enlever essentiellement les ordres. D'accord? Donc dans ce cadre-là, moi j'utilise des ordres limites essentiellement, j'apporte de la liquidité, j'utilise des ordres limites. J'essaye vraiment d'éviter, sauf s'il y a beaucoup de momentum, d'utiliser des ordres marché. Donc j'ai pas à le contrer, au fait. C'est une très bonne chose pour moi et pour ce que je fais. Et ça a rendu beaucoup plus rapide les mouvements. Et alors quand on est dans un trade, de toute façon on est déjà placé avant avec les ordres limites. On essaye de rentrer avec des ordres limites. Et si jamais au contraire c'est un trade de momentum et que là on peut prendre de la liquidité, chose que je fais quasiment jamais, je fais ça peut-être 5% du temps, à ce moment-là de toute façon le mouvement est censé continuer. Mais encore une fois, le plus important est d'arriver à identifier l'environnement de marché dans lequel on est. C'est ça le plus important. D'accord ? Voilà, j'espère que ça répond à la question. Qu'est-ce que le quant ? Un quant est un analyste quantitatif. D'accord ? C'est un analyste quantitatif qui travaille, il peut travailler n'importe où, il peut travailler pour des fonds, il peut travailler pour des execution desks, il peut travailler et il aide à optimiser des données dans le but de travailler et de créer très souvent des algorithmes de trading. Voilà, mais c'est ça un quant, c'est un analyste quantitatif. Sur quoi est basée la microstructure ? Je comprends pas très bien la question. Basée, je sais pas ce qu'on veut dire par basée. Qu'est-ce que la microstructure ? Je crois que les deux questions sont similaires. La microstructure, je définirais ça, je ne donne pas ici une définition de type dictionnaire, mais je dirais, je définirais la microstructure à la manière, au comportement des marchés au carnet d'ordre. Et sur des très petites unités de temps, donc de l'ordre de quelques secondes, peut-être une minute, quelque chose comme ça. Et c'est très fort conditionné tout d'abord par l'algorithme de matching des ordres, qui est ce qu'on appelle un algorithme FIFO, First In, First Out, et la manière dont cet algorithme va matcher les ordres limites avec les ordres marchés. Comment se fait-il que Kevin ne soit pas si connu ? Parce que je ne suis pas un chanteur de pop musique, mais un trader. Kevin trade-t-il les cryptos ? Non, ça m'est arrivé de prendre des trades de type swing sur les cryptos, je pense il y a 2 ans. Mais je ne suis pas un spécialiste des cryptos, c'est pas mon domaine d'expertise. J'ai parlé avec un trader, je sais plus si c'est un Hollandais ou un trader de Hong Kong sur Twitter, qui lui fait ça via un certain marché de futurs. En tout cas, le futur sur le CME, le futur sur le Bitcoin, il est pas, c'est un contrat de market maker, il est pas assez liquide. C'est pas un contrat de scalping. Comment fait-il pour identifier un acheteur qui accumule ? Je veux dire si c'est un acteur ou s'il y en a 500. Ça c'est une très bonne question. Il y a certains comportements en fait. Certaines choses. Il n'y a pas tant de monde que ça qui trade les futurs. Une chose que vous pouvez faire dans Titi, vous pouvez déterminer le nombre. Donc si par exemple vous avez 1500 contrats au bid, ce que vous pouvez faire c'est déterminer à combien d'acteurs appartiennent ces 1500 contrats. Et très souvent, vous allez voir que c'est 30 ou 40 personnes différentes qui ont ces contrats. Et très souvent, dans Bookmap aussi, vous pouvez voir, vous avez la totalité des 1500 contrats ici et vous avez une petite barre. Et généralement, tout ça, c'est la partie qui appartient à un seul opérateur. D'accord, maintenant, on ne peut pas le savoir de manière certaine à 100%, mais avec l'expérience et avec la manière dont le carnet d'un instrument donné fonctionne, on a des bonnes raisons de penser que une personne est en train de faire des choses. Et ces marchés ne sont pas... je vais dire, dans une journée, le nombre de gens qui passent, à part les market makers et les liquidity providers qui sont là en permanence, il n'y a pas énormément de monde qui les trade, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Quelle plateforme et quels outils utilises-tu? J'utilise beaucoup de choses. J'utilise la plateforme Titi, j'utilise TradeStation essentiellement. J'utilise quoi encore? J'utilise pas mal de choses. J'utilise un Squawk qui permet d'avoir les nouvelles directement dans le casque. Qu'est-ce que j'utilise encore? J'utilise le Market Profile, Volume Profile, j'utilise le Delta, j'utilise Bookmap. Voilà. Mais au fait, ce que je peux me passer de tout ça, la seule chose qui compte et qui est centrale, c'est le carnet. Le reste, c'est juste des outils d'analyse, des trucs en complément, etc. Et bien sûr, une bonne source pour avoir les nouvelles globales macro, les nouvelles fondamentales, etc. Parce que c'est très 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 important. Je dirais même que c'est le plus important. Crude oil négatif. Qui achète le pétrole en ce moment? Y a-t-il des contreparties? Il y a toujours une contrepartie. Quand il y a un vendeur, il y a toujours un acheteur. Quand il y a un acheteur, il y a toujours un vendeur. Et très souvent, celui qui est la contrepartie du trader agressif. Donc vous avez par exemple, ici vous avez le bid et ici vous avez l'ask. Mais le bid et l'ask ne peuvent pas se rencontrer parce qu'il y a un prix de différence entre les deux. Donc il y a quelqu'un qui est prêt à payer le spread pour initier un trade. Et généralement, de l'autre côté, il y a un apporteur de liquidité ou un market maker. Pas toujours. Ça peut être aussi un algo d'accumulation ou de distribution. Mais on verra qu'une grande partie, à mon avis, 80-85%, ça dépend d'un contrat à l'autre, des contreparties qui sont faites sur les trades sont faites avec des market makers ou liquidity providers. Qui achète le pétrole en ce moment? Pour moi, essentiellement des market makers. Maintenant, ça doit être la majorité. Donc, à mon avis, facilement 80%. Comment arrives-tu à déceler des mouvements des algorithmes? C'est très typique. Là, on rentre vraiment dans un truc où il faut que je me mette... dans les vidéos, j'ai fait des vidéos qui sont gratuites, que j'envoie à ceux qui sont dans ma mailing list, et y compris celles que j'ai débriefées avec Vidéo Bourse. À certains moments, on voit les algos, c'est un comportement spécial. Une manière de... Après, il y a plein d'algos différents. Un algo, au fait, il faut démystifier ce qu'est un algo. Un algo, c'est simplement un petit programme qui fonctionne avec des règles. Si ceci, ceci, et si ceci, ceci. Donc, théoriquement, même vous, en tant que trader individuel, vous fonctionnez sur base d'un mode de décision de type algorithmique, avec un arbre de décision. Si ceci est comme ça, alors je fais ça, et si ça et ça sont réunis comme condition, alors je fais ça. C'est simplement, donc par exemple, on va dire le marché monte, le marché baisse. Donc le marché monte, le marché baisse. Si le marché baisse et qu'on est alors voilà, le marché baisse. Est-ce qu'on est en balance? Ok. Est-ce qu'on est en balance ou pas? D'accord. Est-ce qu'on est en direction? Est-ce qu'il y a une pression directionnelle d'un côté? Si on est en balance et que le marché baisse, je peux penser à vendre. Ok, je simplifie, mais c'est pour vous donner une idée. Si on est dans un marché directionnel et que le marché baisse, c'est une cassure. Non, excusez-moi, je voulais dire ici, je peux penser à acheter. Voilà, acheter dans une balance, un marché qui baisse. Et par contre, si le marché est directionnel, je pense à une cassure avec des volumes. Je peux rajouter un filtre. Donc, on est dans un marché directionnel. Est-ce qu'il y a du volume ou pas? Et là, je décide de vendre, donc d'aller avec. D'accord? Donc ça, déjà, rien que si vous faites ceci, c'est déjà un processus de décision de type algorithmique. D'accord? Mais c'est vrai que les algos, il y a certains comportements dans le carnet qui sont très typiques. En tout cas, il y a certains algos qui sont très reconnaissables. Qui sont les market makers? C'est généralement des grosses... ça peut être des FCM, ça peut être les grosses banques habituelles qu'on connaît. Sur les futurs, je prends toujours l'exemple de MFG, parce que MFG, au moment de sa faillite, il y a énormément de marchés des futurs qui ont été fermés dans certains pays, notamment l'Australie, parce qu'il n'y avait plus de liquidité. Les banques ont injecté de la liquidité. Pourquoi les carnets d'ordre sur le SP sont réduits par rapport à il y a des années? Attention, déjà les banques, elles ont injecté la liquidité, elles n'ont pas injecté de la liquidité dans les carnets, c'est deux choses complètement différentes. Les carnets, la liquidité, elle est injectée, mais elle n'est pas injectée directement dans les carnets. C'est les market makers qui s'occupent de mettre la liquidité dans les carnets, et les traders normaux qui tradent avec des ordres limites, et les liquidity providers, et éventuellement des algos d'accumulation qui décident d'accumuler passivement parce qu'ils sont à l'achat et que le marché baisse. Je donne des exemples ici. Et donc effectivement, pourquoi les carnets d'ordre sur le S&P? Hop, il manque un T.
sont très réduits par rapport à il y a quelques années. Parce que la volatilité a augmenté là pour le moment, et comme je vous le disais, si vous avez suivi la présentation en entier, il y a des liens directs entre la hauteur du VIX, la volatilité et le niveau d'agressivité des market makers. Et alors ils ont des conditions spéciales quand c'est des environnements à haut risque, ils ont des conditions spéciales où effectivement ils ont le droit de coter de manière un peu plus passive et de diminuer un peu la liquidité. Autre exemple que j'avais donné aussi, dont j'ai parlé, qui est le sujet direct de la vidéo, donc il faut la regarder en entier, c'est effectivement le fait que une des autres raisons, c'est le fait que au plus les marges augmentent, au moins les liquidity providers sont capables de mettre des contrats parce qu'ils travaillent avec une quantité de capital qui est parfois pas énorme. Je parle peut-être, quand je dis pas énorme, tout est relatif, mais par exemple une boîte qui a 10 millions et il y a les marges qui doublent, elle peut plus utiliser que 5 millions sur les marchés et donc elle met 2 fois moins de liquidité. Quels sont les prix des plateformes et des outils que tu utilises? Ça c'est divers et variable. En tout cas, pour avoir un carnet, moi je fais de la pub pour personne. Je suis fan de Titi, mais je suis pas affilié à eux. Après, c'est l'outil de référence. Vous avez un carnet sur Titi maintenant pour 50$. Vous avez la version de base qui est dite transactionnelle. Attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et alors de là, vous payez en fonction de vos commissions. Voilà, donc nous, on a payé très cher à l'époque pour ces plateformes, mais ici, voilà, 50$ par mois. En fait, la différence, soit vous le prenez, vous le prépayez, vous payez 700$, soit vous le prenez à 50$, et alors vous payez en transaction, en commission supplémentaire, je crois que c'est 25 cents ou 20 cents, jusqu'à 1000$, d'accord? Et la version pro, c'est 1500, et ça commence à 400, avec un cap de 1800. Alors que si vous le prenez en gros, quand vous prenez ceci, et que si vous faites que 20 transactions, vous payez ce prix-là, plus 20 fois le coût des transactions que vous avez faites. Alors que si vous faites par exemple 1000 transactions, ça montera jusqu'à 1800, alors qu'ici c'est capé, ça s'arrête à 1400, ici ça s'arrête à 700. D'accord? Donc voilà, mais pour quelqu'un qui commence, il n'y a pas photo, c'est ça qu'il faut prendre. En plus, vous avez le charting avec, donc c'est pas mal. Encore une fois, je peux vous parler de ce que moi je fais, je ne fais pas de pub pour eux, mais moi j'ai rien trouvé de mieux. Voilà. À part peut-être Stellar, mais ça c'est pas du tout accessible à des particuliers. Alors, quels sont les prix? Voilà, dans les mouvements violents, où il y a des ordres de placer au marché directement, le carnet est-il toujours opérant dans ces circonstances? Le carnet et le TIP, ça va ensemble. Le carnet, au fait, le carnet, c'est pas quelque chose qui peut être opérant ou pas opérant. C'est la base de la microstructure, c'est l'endroit où tout commence. N'importe quel grand mouvement ample de vente, n'importe quel grand mouvement ample d'achat commence à l'intérieur du carnet. Donc, si jamais vous avez du mal à lire le carnet parce que ça va vite, vous rajoutez un tape. Le tape vous montrera ceux qui consomment la liquidité et la réalité de ce qui se passe. Le carnet vous montrera les intentions de ceux qui apportent la liquidité. Et ces deux forces sont en opposition les unes par rapport aux autres. Qui pose les points hauts ou bas du marché? Les market makers ou la smart money? Alors je vais vous raconter une histoire marrante. C'est un trader qui découvre l'analyse technique et qui dit que c'est n'importe quoi. C'est un ancien trader du pit. Il y a un analyste technique qui lui dit, écoutez, voilà, la résistance pour aujourd'hui, c'est 12 000. D'accord? Et on va pas passer au-dessus de 12 000. Et alors le trader de parquet lui fait, mais c'est n'importe quoi. Et l'analyste technique lui fait, mais non, il lui donne des explications, etc. Il fait, attendez, il prend son téléphone, il appelle son broker, il dit acheter 3000 contrats à 12 000 et hop, les prix montent à 12 100. D'accord? Donc personne ne décide ou ne pose les points hauts et points bas du marché dans un marché directionnel où il y a du vrai flow. Maintenant, dans un marché contrôlé, fin, avec peu de market makers, ce sont les market makers qui le déterminent en fonction de la quantité de liquidité qu'ils apportent. D'accord? Donc imaginez, je m'explique, exemple pratique ici, c'est très simple, vous imaginez qu'on est sur un sommet de marché et qu'il n'y a pas de raison, ce qui bouge les marchés c'est le fondamental, il n'y a pas de raison pour que le marché bouge particulièrement parce qu'il y avait du flow, en termes de consommation de liquidité à la vente et à l'achat de manière plus ou moins égale. Le résultat, c'est que le marché, il va décider quand même de monter. Pourquoi? Parce que tout ce que vous trouvez à l'ASC est faible. Vous avez une liquidité affichée qui est importante, mais c'est faible. Et donc, au fait, c'est comme ça que virtuellement, on peut faire monter le marché au bout d'un moment. Dès le moment où on décide d'absorber la totalité et de renverser la vapeur,
on peut renverser le marché dans l'autre sens. Mais il faut bien considérer que dans ces cas-là, vous avez un nombre de ventes et d'achats au marché qui sont plus ou moins égaux. C'est ça qui est très important. C'est là que le market maker peut décider. Dès le moment où vous avez du vrai flow et une vraie imbalance, il n'y a personne qui décide rien. D'accord ? Quels sont les prix des plateformes ? Ça, on a déjà répondu. Dans les mouvements ultra-violents, oui, ça, on a déjà répondu aussi. Ça aussi. Comment gérez-vous le retournement ? Je suis pas sûr de comprendre la question. Un retournement prend une forme particulière au carnet. Parfois, c'est très difficile de l'avoir, donc on préfère même ne pas essayer. Parfois, on peut essayer 3, 4, 5, 6 fois d'essayer de l'attraper. C'est intéressant de l'essayer si on a des bonnes raisons de penser que le marché va se retourner, tout simplement parce que le risk-reward est très très bon. Donc, on peut garder ça très longtemps. Comment hedger une position ? En prenant la position opposée sur un instrument corrélé. Tu ne trades pas le marché directionnel. Si, je trade le marché directionnel, c'est là qu'il y a le plus d'argent à faire. Maintenant, je trade ce qu'on a comme configuration. C'est pas moi qui décide ce que je trade ou ce que je ne trade pas. Que penses-tu des comptes financés comme OneUp Trading, Lilo Trading, SMB Future, etc. Pas grand-chose, je ne connais pas bien, je suis pas super familier avec ça. Je pense que si effectivement ça permet d'imposer une discipline supplémentaire parce qu'on sait qu'on a un risk watching derrière, ça peut être une très bonne chose. Maintenant, je ne sais pas, j'ai aucune info par rapport au sérieux ou non sérieux de ces firmes. À côté de ça, aujourd'hui, vous pouvez avoir du levier considérable directement auprès d'un broker. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Maintenant, je suppose que pour quelqu'un qui n'est pas très capitalisé, ça constitue une opportunité. Encore une fois, si c'est sérieux, je ne connais pas. J'ai entendu parler de gens qui le font. Mais je ne sais pas dans quelle mesure les sociétés nommées ici sont sérieuses ou pas. Que penses-tu des micro-contrats ? Que du bien. C'est une très très bonne manière. Vous commencez sur le SIM, vous faites attention que votre SIM soit bien FIFO. FIFO, ça veut dire First In, First Out. Donc c'est exactement le même algorithme de matching des ordres que celui qui opère sur les marchés en réel, ou alors pire, il y a certains simulateurs, moi c'est là-dessus que j'avais commencé à l'époque, qui vous mettent en fin de fil. Donc si vous n'avez pas un tick en dessous de votre position, vous n'êtes jamais servi. Et donc ça c'est bien. Par contre, vous en avez d'autres où bien là vous êtes d'office en devant de fil. Donc ça c'est pas très honnête parce que ça vous fait croire des profits mirobolants qui sont complètement impossibles dans la vie réelle. Imaginez par exemple l'e-mini S&P, vous avez une file où je sais pas, les contrats beaucoup plus lourds. Bon, l'e-mini n'est plus lourd, mais imaginez un contrat avec, je sais pas, les bons du Trésor à 30 ans par exemple, avec 1500 contrats au bid. Bah, si vous mettez un ordre et que vous scalpez, je sais pas, 50 contrats en faisant le bid et l'ask, mais qu'on vous met en avant de fil, ça vous donne une situation et une condition de sim complètement faussée. Donc je pense que le sim c'est très bien. Du sim vous passez sur les micros, et puis dès le moment où vous êtes confortable sur les micros, que vous avez assez de capital, vous passez sur les mini. Voilà, donc ça avec peu de contrats, et puis vous pouvez augmenter la taille, et c'est une très bonne évolution de travailler comme ça. Que penses-tu des marchés asiatiques ? Pas grand-chose, je ne les traite pas. Le fait que les algos soient interdits, oui, encore une fois, hein, nous on est dans le carnet, on est avec le tape, on traite ce qui se passe, qu'il y ait des algos, qu'il n'y ait pas d'algos, on trade comme ça sans algos, on trade comme ça avec des algos, on s'adapte à ce qui se passe, on traite des prix avec des ordres limites, on place l'ordre limite, que ce soit un algo, la contrepartie ou pas, ça change rien, on prend un stop quand il faut prendre un stop. Même si les stops sont pas en dur dans le marché, on se hedge quand il faut se hedger, et finalement on n'est pas vraiment concerné par ces histoires d'algo. Pour moi, ce que je vois, c'est que ça a surtout donné beaucoup plus de rapidité, de dynamisme et d'amplitude à certains mouvements. Que penses-tu des nouveaux marchés qui émergent concurrençant le CME et le REX ? Le REX, ça va parce que ils sont pas trop gourmands, mais le CME, avec leur histoire d'avoir divisé le CME en Cybot, en IMEX, pour le crude, en COMEX, pour l'or, ben, ça rend finalement ce marché assez coûteux pour quelqu'un qui veut commencer. En plus, maintenant, ils ont lancé un système comme quoi toute personne, même retail, qui a 2 plateformes, bien passe en professionnel. Donc voilà, je pense que comme dans tout, hein, trop de puissance donnée à un seul opérateur crée des situations d'abus.
Et au plus il y a des contre-pouvoirs, au mieux c'est. Voilà, et c'est comme ça pour tout dans la vie d'ailleurs. Je voudrais savoir si les formations qui sont sur le site de Kevin sont toujours d'actualité. Oui, tout à fait. On devrait relancer le site normalement d'ici vraiment peut-être même cette semaine déjà. Donc la formation carnet est plus que jamais d'actualité parce qu'au fait elle est composée de la théorie sur le carnet et sur le tape, mais aussi des exemples live qui ont été updatés entre 2008 et aujourd'hui, et il y en a encore plein de nouveaux que je dois mettre. J'ai pas eu le temps d'enregistrer des vidéos cette semaine, mais je vais en faire encore plein cette semaine. Est-ce que tu utilises toujours le footprint et le market profile? Oui, mais je dirais qu'au bout d'un certain moment, vous savez, le market profile, c'est simplement identifier les endroits où il y a eu beaucoup de trading et identifier les endroits où il y a eu peu de trading, et au bout d'un certain moment, avec un certain niveau, visuellement, vous savez déjà quelles sont les zones de low volume note ou de high volume note. Mais oui, ça reste des concepts qui sont très pertinents. T'arrive-t-il de trader les bonds parfois? Non, c'est trop lent. Pourquoi tu ne rentres pas en contrariant quand le mouvement est fini? Très attention ici. Au fait, il y a un concept clé. On ne sait pas quand le mouvement est fini, d'accord? On rentre, donc vous avez ceci, hein, vous avez toujours, ça j'en parle beaucoup, vous avez comme ceci et comme ceci. Vous avez ceci, c'est la qualité de l'opportunité, quality, et ceci, c'est la visibilité de l'opportunité. Et quand l'opportunité est visible, elle n'est plus de bonne qualité, et au fait on pourrait même faire une barre ici avec la profitabilité, parce que effectivement dès le moment où ça commence à être visible, il n'y a plus beaucoup d'argent, et à un moment il y a même de l'argent à perdre. Donc vous devez bien comprendre, c'est ça le gros problème que vous avez, c'est que quand vous regardez des choses et que vous travaillez pas au carnet, vous voyez des choses qui sont déjà terminées, si vous les voyez, d'accord? Or si vous rentrez avec des ordres limites, vous êtes toujours un niveau au-delà de un coup avant ce qui va se passer. Donc au moment où le marché est en train de monter, vous avez votre ordre limite qui est déjà en place. Ok, quand il tombe, vous voyez que le mouvement est déjà fini, très bien. Mais si vous n'êtes pas déjà rentré à l'avance, c'est trop tard pour rentrer. Vous comprenez? À moins que vous preniez un ordre marché, mais s'il y a du slippage, vous pouvez être servi sur la fin du mouvement et puis le marché se retourne, d'accord? Donc très très important. Faites attention au visuel, parce que le visuel donne des illusions. C'est ça un peu le piège de tout ce qui est visuel par rapport à tout ce qui est carnet. Voilà, alors, est-ce que tu formes en salle? Je donne une formation, effectivement, que j'ai donnée la dernière fois, l'année passée, et que on redonne au mois de juin, la 3e semaine de juin. Comment me contacter? kt@trading et analyse.com. Voilà, trading et analyse, il est mal écrit, c'est analyse.com. Ok. Voilà, y a-t-il des bouquins, vidéos que tu recommandes pour apprendre plus? J'ai 1500 vidéos à mon comment dirais-je, à mon actif, qui sont encore valables et intéressantes, qu'on est en train de réuploader. D'ailleurs, je vous mettrai un petit lien, ou peut-être sur la chaîne YouTube, je mettrai la vieille vidéo sur le rapport de l'AMF. Merci à Fabien de me l'avoir envoyé, mais j'ai retrouvé la vieille vidéo aussi sur mon site. Y a-t-il des bouquins que je recommande? J'en parle dans la vidéo avec Vidéo Bourse, le Market Microstructure for Practitioners. Vous avez également le DMA, Algo Trading DMA, A Guide to Direct Market Access. Et alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez le STR aussi qui est pas mal. Trading Short Term Interest Rates. Voilà, mais c'est tous des livres qui sont en anglais. Avec quel broker travailles-tu? Mais c'est pas des brokers. Vous êtes avec des introducing brokers en général, avec certaines tailles. Nous, on travaille directement avec des FCM. Où peut-on avoir les statistiques des comportements de marché? Dans des études universitaires. Comment fais-tu pour hedger avec le YM en cas d'une position délicate sur l'IS? On prend, c'est le sujet, ce serait le sujet d'une formation de 3 jours, hein, mais en gros, en répondant en une phrase, on prend une position opposée sur le YM, avec comme idée que si jamais le mouvement continue, on va alourdir la position opposée et à ce moment-là jouer sur la lecture du carnet pour sortir au bon moment, mais c'est délicat. Comment peut-on avoir la vidéo de l'AMF? Je vais la poster sur la chaîne. C'est délicat, quand je dis délicat, c'est pour un débutant, hein. Où peut-on avoir ces mémoires des étudiants? Alors là, j'ai préparé une petite recherche.
Voilà, j'ai simplement tapé Market Microstructure, donc vous voyez, hop, voilà, ici, tout plein de mémoires encore, regardez ici, encore plein de mémoires. En fait, c'est tout plein de gens, il y a même plein de Français là-dedans, hein. Le problème, idéalement, vous devez parler anglais parce que tout le monde le fait en anglais, hein, pour avoir l'attention des gens du monde de la finance, etc. Donc voilà, regardez ici, Academy Tips, Effectively Structure Research. Non, ça n'a rien à voir ceci. c'est pas du tout ça. Mais voilà, vous en avez plein. Vous avez un site qui s'appelle Academia aussi, mais ça, je pense que c'est payant. Enfin bref, il y en a vraiment. Il y a plein d'endroits où vous pouvez trouver ces informations. Il suffit de googler un peu et de prendre le temps. Oui, il y a plein. Si vous allez sur le site de l'autorité de surveillance des marchés britannique, vous avez plein de travaux aussi sur le high frequency trading, etc. Il y en a vraiment plein. Un bon site de data sur les marchés. Je sais pas de quelle data on parle ici, mais je recommande Finviz, qui est pas mal, que vous connaissez sûrement. On a ajouté des questions, commentaires sous la vidéo. C'est vrai qu'auparavant en Belgique, il n'y a aucun impôt. Je suis désolé, je suis pas fiscaliste. Bonjour et merci, j'ai pu participer. Ça, j'ai déjà répondu. Et je crois que ça y est, hein. Attendez, je vais vérifier. Voilà, tant qu'à faire, je vais regarder celles qui sont en dessous. Un seul adjectif, passionnant. Merci beaucoup à Frédéric. Franchement, mille merci Fabien. Live passionnant et trop court. Merci à Lucky Prod. Trop court, je sais pas, mais... bon live, bonne continuation. Merci, bravo. Très bon live, merci. Excellent, excellent. Ok, super. Mais merci à vos encouragements. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Alors, les market makers sont les garants de l'économie réelle. WTF, what the fuck. Oui, tout à fait, je confirme. Indirectement, ils sont les garants de l'économie réelle. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'imaginer que toutes les actions, dans les périodes où il y a énormément de ventes, toutes les actions sont rachetées par des market makers. Si vous n'avez pas de contrepartie au moment de ces ventes, vous pouvez avoir un effondrement ayant des répercussions immédiates sur l'économie réelle. Donc la phrase « ok » est tirée par les cheveux, mais... les market makers sont effectivement les garants de l'économie réelle car ils assurent la liquidité et sont là pour acheter des marchés au moment où tout le monde vend. D'accord, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que dans des périodes comme celle de 2008, s'il n'y a pas de market maker pour acheter, notamment sur les actions, et d'ailleurs, en 2008, il y a énormément de boîtes de market making qui sont tombées en faillite. Eh bien, vous avez l'économie réelle qui est en danger. C'est eux qui permettent d'assouplir et de ralentir les baisses et d'amortir, d'absorber et ensuite, effectivement, que ça puisse repartir dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Mais j'ai répondu à tout là, je pense. Je vous remercie beaucoup. Pour votre intérêt et vos questions. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vais recommencer, vu que j'ai vu que il y a un petit peu d'intérêt, je vais recommencer à poster ici sur cette chaîne qui était un petit peu morte, qui est la chaîne Trading et Analyse, que vous pouvez trouver ici. Vous voyez la chaîne Trading et Analyse sur laquelle j'ai posté ici un truc sur un spread au carnet d'ordre que j'avais fait entre l'e-mini et le Dow. Donc voilà, vous avez quelques vidéos dessus. Bon, je les mets surtout sur mon site, mais je vais essayer de recommencer à en mettre un peu plus. Peut-être pas tout, il y a certains trucs comme les vidéos de trading live, etc. Je partage ça vraiment qu'avec les gens de ma liste. Donc si vous n'êtes pas encore souscrit à ma liste, faites-le. Voilà, vous allez sur le site tradingetanalyse.com et alors vous arrivez là-dessus, vous mettez votre prénom, votre nom, vous recevez un mail de confirmation, vous confirmez et je partage toutes les vidéos de trading live avec cette liste. Et voilà, écoutez, j'espère que ça répond à la totalité de vos questions. S'il y a des nouvelles questions, n'hésitez pas, on en refera. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end. J'espère que ça aide et restez positifs.